La mémoire traumatique, c'est le symptôme principal des psychotraumatismes, de toutes les conséquences psychotraumatiques liées aux violences. Il faut savoir que les enfants ont un cerveau extrêmement vulnérable aux violences et que les violences sont des grands pourvoyeurs de troubles psychotraumatiques, particulièrement les violences qui sont les plus graves, sévices sexuels, sévices physiques et sévices sexuels, surtout les violences sexuelles. Et que cette mémoire traumatique va faire revivre à l'identique aux victimes la plupart des moments des violences qui vont comme une sorte de machine à remonter le temps infernal. Et ça peut se produire pendant des années, des dizaines d'années, voire toute la vie, si les enfants puis les adultes qui seront ne sont jamais protégés et s'ils n'obtiennent pas de soins. Les violences entraînent l'équivalent de fractures à l'intérieur du cerveau, en quelque sorte. Ces fractures peuvent se réparer de circuits, mais encore faut-il, effectivement, que ce soit dans de bonnes conditions, comme des fractures. C'est-à-dire il faut protéger le membre, il faut réduire la fracture et protéger le membre. Et le traitement psychothérapeutique, c'est en quelque sorte réduire cette fracture pour que les circuits reprennent et que cette mémoire traumatique qui se présente sous forme de flashback, de cauchemars, où tout revient avec la même détresse, les mêmes sensations, les mêmes perceptions, les mêmes odeurs, etc., accompagnées du même stress ou même de la même impression qu'on va mourir, tout ça, sinon, impacte les victimes. Et c'est pour ça que le soin, la protection et le soin sont absolument des impératifs absolus. Et ne pas le faire, c'est vraiment entraîner sur les enfants une perte de chance épouvantable. Et pour cela, il faut absolument, mais ça on le verra après, mais je reviendrai sur les conséquences, identifier les enfants. Or, la grande majorité des enfants survivent seuls aux violences. Ils vont survivre seuls aux violences, comme ils peuvent, en mettant en place des stratégies de survie exceptionnelles. Ils vont survivre seuls ensuite aux conséquences, tout en mettant là aussi des stratégies de survie, conduite d'évitement, conduite à risque exceptionnelles. Et on va, dans une injustice effroyable, les laisser vivre face à ces actes cruels, dégradants et inhumains, comme le dit le droit européen. Donc il faut agir absolument. On sait depuis longtemps qu'avoir subi plusieurs formes de violence, pour un enfant, c'est le premier facteur de risque de mort précoce, c'est le premier facteur de risque de suicide, c'est le premier facteur de risque de dépression à répétition, c'est le premier facteur de risque de conduite addictive et de conduite à risque. C'est des premiers facteurs de risque aussi au niveau physique, au niveau cardiovasculaire, au niveau immunitaire, avec des risques de diabète, de HTA, de troubles somatiques de toutes sortes. Et du coup un impact sur la santé massif. C'est aussi un facteur d'inégalité, de perdurer les inégalités, puisque les violences se font toujours dans un cadre de domination et d'inégalité, particulièrement pour les filles. C'est aussi un facteur de risque de faire perdurer la précarité. Donc c'est d'une injustice, c'est une cascade d'injustices effroyables que l'on peut arrêter. Et vous savez, c'était l'expression, c'est des Mozart qu'on assassine, c'est plein d'enfants dont on va couper les ailes, dont on va couper toutes les possibilités, alors que quand bien même ils ont subi, alors bien entendu qu'il faudrait éviter absolument toutes ces violences, mais quand bien même ils les ont subies, si on vient, si on les secourt, si on est solidaire avec eux, si on les accompagne, si on leur rend justice, si on les répare par le soin, par aussi des réparations qui sont aussi financières et des aides sociales, on peut changer la donne pour tout ça. Donc c'est absolument, comment on peut dire, inhumain de ne pas le faire. C'est un problème de santé majeur humain, un problème de santé majeur au niveau social, c'est un problème majeur de santé aussi au niveau de santé publique qui est extrêmement important. C'est reconnu au niveau international. Il faut savoir que aussi le premier facteur de risque de subir des violences, c'est d'en avoir déjà subi, particulièrement dans l'enfance. Le premier facteur de risque de commettre des violences, c'est d'en avoir déjà subi dans l'enfance. Une très grande étude de Foulou, qui a été mandatée par l'ONU et qui est parue dans le Lancet, montre qu'avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance pour une fille multiplie par 16
le risque ensuite de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Du côté des garçons, avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance multiplie par 14 le risque de commettre des violences conjugales et sexuelles. Agir le plus tôt possible, c'est arrêter tous ces éléments. Je voudrais dire une dernière chose, si j'ai le temps. Dans le cadre des conséquences psychotraumatiques, il y a des symptômes qui sont centraux. En fait, le cerveau, face à un stress extrême, face à des violences qui sont impensables, qui sont particulièrement inhumaines, est bloqué, c'est ce qu'on appelle la sidération, et ne peut pas contrôler un stress extrême qui devient rapidement un risque vital pour l'organisme, que ce soit au niveau neurologique, au niveau cardiaque. Il y a des atteintes neurologiques qui se mettent en place, qui pourront être réparées, et des atteintes cardiovasculaires. Donc le seul moyen d'y survivre, c'est de faire disjoncter le circuit émotionnel. Et ça crée ce qu'on appelle une dissociation traumatique, dont vous avez peut-être certainement entendu parler, qui fait que la personne est complètement anesthésiée, ne va pas pouvoir se défendre, mais va pouvoir survivre. Et que cette dissociation traumatique peut durer longtemps quand on reste en contact avec les agresseurs. Les enfants, le plus souvent, restent en contact avec ceux qui les ont agressés et le contexte de leur agression. Et du coup, ils vont rester dissociés, ils vont perdre des capacités cognitives, ils vont perdre des capacités aussi à pouvoir penser ce qui leur arrive et se défendre, et ils vont être extrêmement vulnérables à toute forme de violence. Et une chose qui est très importante, c'est qu'ils vont pas avoir l'aspect d'une victime. Ils vont avoir l'air complètement déconnectés, à côté. Ça donne une sensation d'être étranger à soi, étranger aux événements qu'on a subis, d'être spectateur des événements et d'être un peu comme indifférent. Et ces enfants-là ne vont pas être repérés, voire même, ils vont être souvent maltraités. Parce que quand un enfant ne réagit pas, est complètement déconnecté, on peut penser qu'il est un peu débile et qu'il faut le secouer en quelque sorte pour qu'il comprenne ce que c'est la vie. Et il va subir du harcèlement scolaire, il va subir d'autant plus de violences intrafamiliales et il va y avoir un continuum de violences, particulièrement sur les femmes qu'on connaît, qui va continuer à se mettre en place. Et quand on est professionnel, quand on est face à quelqu'un qui est dissocié, on ne ressent pas, on sait normalement on a une empathie avec des neurones miroirs qui nous font ressentir les émotions d'autrui. Quelqu'un de dissocié, on ne ressent pas ses émotions. Donc on ne va pas agir, on ne va pas évaluer le danger. Vous savez, c'est un vrai problème, par exemple pour tout ce qui est violence conjugale, l'évaluation du danger, et pour tout ce qui est aussi violence faite aux enfants et à tous ceux qui sont les plus vulnérables. Et particulièrement aussi les enfants avec le handicap mental et les enfants autistes, puisque eux, ils sont à plus de 90% victimes de violences sexuelles, les femmes autistes. Donc c'est effarant. Donc il faut connaître ces mécanismes de dissociation, il faut connaître ces mécanismes de mémoire traumatique. Tant que la personne, elle est face à l'agresseur, sa mémoire traumatique s'exprime, mais elle ne s'exprime pas émotionnellement. Et ce n'est que quand elle est protégée qu'elle va s'exprimer émotionnellement. Ça explique pourquoi, quand les enfants, on les place, quand les femmes quittent, ont la possibilité enfin d'être protégées et de quitter des conjoints violents, parfois c'est là où elles se mettent à aller plus mal, parce que leur mémoire traumatique s'exprime, elles revivent, parce que la dissociation, c'est un peu comme une mort psychique, elles revivent, mais elles vont plus mal, et on peut considérer qu'elles vont plus mal depuis qu'elles ont quitté cet homme-là, et que du coup, elles peuvent se dire que cet homme-là, il faut qu'elles y retournent, ou les enfants, on peut les placer de plus en plus dans des situations maltraitantes, parce que ça les dissocie, et que du coup, ils n'embêtent plus personne. Et dernière chose pour la dissociation qui est très importante, pour tout ce qui est procédure judiciaire, signalement, procédure judiciaire, justice, parce que vous savez que la justice ne suit pas, un enfant dissocié a beaucoup moins de chances d'être cru, d'être pris en compte, qu'on le protège et d'obtenir justice. Donc toutes ces connaissances psychotraumatiques sont très importantes et il faut dépister tous ces enfants. Pour cela, il faut avoir ces connaissances en psychotraumatologie, il faut que tous les professionnels soient formés, il faut que les médecins montent au créneau. Ils sont en première ligne, toutes les victimes le disent, le premier recours, c'est les professionnels du soin. Et c'est à eux qui doivent à la fois identifier, dépister systématiquement, poser la question et aussi accompagner en connaissance de cause. Sinon, on abandonne les victimes et on ne leur rend pas justice.